Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur une marionnette du système, en la personne du tristement célèbre Michel Onfray. Et notre propos va se décomposer en trois grandes parties. La première pour se mettre en jambe, qui relève de la gymnastique mentale et qui portera sur un certain nombre de jeux d'esprit autour du concerné. La seconde, plus sérieuse et plus ardue, entrera dans le vif du sujet et qui est un exposé de la philosophie naturelle ou la philosophie anthropologique qui pose les bases de la critique de la philosophie occidentale, dite moderne. Et enfin, on terminera sur le sujet épineux du déterminisme et du libre arbitre sujet dans lequel notre ami se perd complètement, il perd pied et se mélange les pinceaux. Ce qui est paradoxal pour un philosophe, ou en tout cas pour un prétendu philosophe. Et donc, pour commencer, d'un point de vue plus purement trivial, Michel Onfray se présente comme un franchouillard qui défend avec zèle les valeurs de son pays, la France, et bien sûr, il est l'enfant, la marionnette, l'outil du système qui consiste actuellement à opposer au sein de la même communauté, entre guillemets, ethnique, une opposition idéologique. Donc par le passé, ce fut éventuellement Éric Zemmour de droite contre le BHL de gauche. Le BHL étant périmé, on passe à quelqu'un d'autre. Et apparemment, son digne héritier est Michel Onfray. Et bien sûr, comme l'expliquent très bien les Soraliens, il s'agit de déplacer les sujets sociétaux vers les problèmes sociaux vers des fléaux sociétaux afin de brouiller les pistes. Et bien sûr, l'élite financière, ces marchands banquiers, eh bien, ils font une pierre de coups, ils discréditent un ennemi historique avec lesquels ils en découent au Moyen-Orient. En même temps, ils fragilisent le rival blanc qu'il sait dompter grâce à son esprit cupide. Donc il a conscience que l'un des moyens de mater les hommes est de jouer sur leur cupidité. Donc en cela, il n'y a rien de valorisant à ramper devant ces marchands banquiers. Et, bien sûr, l'un des objectifs est d'occulter les problèmes sociaux en mettant en devant de la scène les problèmes sociétaux. Tout ça, bien sûr, sous le couvert ou en arrière-fond, la mondialisation qui appelle au métissage en vue de faire sauter le verrou des nations et d'instaurer une gouvernance mondiale, n'en déplaise aux anticomplotistes. Et donc,
puisque Michel Onfray serait un franchouillard, il est donc paradoxal que ce soit un franchouillard qui anime les débats, puisqu'en général les débats sont intracommunautaires, et le français, il est le spectateur de ces joutes verbales. Le français de souche est spectateur de ces joutes verbales. Et donc, Onfray crie à qui veut l'entendre qu'il est un franchouillard et qu'il n'y a donc aucun amalgame à faire sur ses origines. Mais là, il fausse la donne, puisque depuis que l'élite financière a mis sa mainmise totale sur la France, eh bien, elle se targue de présenter des débats qui opposent d'un côté un juif de droite contre de l'autre côté un juif de gauche. Et pour résoudre cette énigme, on va comparer notre franchouillard avec d'autres franchouillards qui n'en sont pas moins suspects, en tout cas pour certains d'entre eux, pas pour tous. Eh bien, notre franchouillard Michel Onfray est marié à une juive, tout comme un autre franchouillard qui est également au devant de la scène, Raoult, sur lequel il y aurait beaucoup de choses à dire, sans remettre en question bien sûr son intégrité intellectuelle, sans remettre en question non plus sa déconstruction de l'industrie pharmaceutique, qu'on appelle Big Pharma, mais il peut tout autant être une carte du système, étant donné que leur panoplie est vaste et variée, et peut-être bien malgré lui. Et donc, notre Raoult, ce franchouillard, notre Gaulois Raoult, est également marié à une juive. Il y a un troisième franchouillard qui fait l'actualité et qui n'est autre que Bigard, qui est marié à une juive. Il y a aussi ce Catalan, El Blanco Manu, qui également est marié avec une juive. Alors ici, il y a 4 possibilités pour expliquer ce phénomène. Soit nos amis sont tout simplement des arrivistes, qui profitent de la situation, pour s'attirer les faveurs de l'élite financière, du système, ou soit ce sont des pions qui sont ciblés, afin de les instrumentaliser en faveur du système. Et donc on l'aurait accolé éventuellement des dormants d'origine féminine. Même si cela semble tiré par les cheveux, ce n'est pas entièrement impossible. Ou soit tout simplement, les 4 concernés, ou une partie d'entre eux, ne sont pas aussi franchouillards et catalans qu'ils le prétendent. Donc le phénomène des marins est très bien connu. En tout cas, c'est peut-être valable tout en partie pour les exemples cités. Ou soit tout simplement, par un concours de circonstances, étant donné qu'il existe une classe moyenne juive importante, et donc forcément ils sont en contact avec les personnalités publiques, ce qui fait que les mariages mixtes sont le fruit de ces contacts. Voilà, nous avons posé la problématique, mais ce qui rend plus suspect Michel Onfray, c'est son apparence physique. Oui, avec ses yeux titillants, à la fois naïfs, philanthrope et sournois et malicieux. Donc il est possible qu'il utilise cette dimension philanthrope avec ses formes arrondies, bon enfant, pour appâter ses victimes. Et là, on sent une ressemblance avec des juifs séfarades. Bien sûr, nous sommes loin des clichés,
étant donné que le cliché du juif, c'est le long nez, et Michel se fend d'un nez fin et arrondi, et pointu, tout comme d'ailleurs BHL, qui lui revendique sa judéocité ou sa judéité. Eh bien, l'aspect de physionomiste de Michel Onfray n'est pas aussi anodin qu'il n'y paraît. Et si on rassemble tous ces éléments, aussi aléatoires soient-ils, eh bien, il est justifié d'au minimum de se poser la question. Après, il y a des limiers extrêmement sérieux dans ce domaine, de rechercher l'origine de certaines personnalités publiques, qu'est fait et document, et qui ne lui attribuent aucune parenté juive, ce qui en soi est un argument très solide. L'autre point que j'aimerais aborder dans cette introduction dialectique, c'est la position de nos chevaliers d'extrême droite, à l'image de va-t-en-guerre Émeric Choprade et de Philippe de Villiers. Émeric Choprade, qui est l'auteur d'un magnifique pavé sur la géopolitique, à l'époque où il était encore un chercheur, on ne va pas dire intègre ou objectif, mais qui avait plus d'objectivité et plus d'intégrité, puisque de toute façon, c'est, même si ce n'est pas entièrement condamnable, c'est Roland nationaliste transpiré dans ses écrits. Pour preuve, c'est qu'il condamnait l'allié à Merloc, non pas pour des raisons morales, puisqu'il est dans le réel politique, mais parce que cela faisait tâche ou cela faisait de l'ombre aux intérêts de la France. Et bien sûr, il vomissait de façon cachée sur l'islam et les musulmans, ce qui en soi est compréhensible. De toute façon, le but n'est pas tant de condamner la xénophobie. Il existe une xénophobie, on va dire, naturelle, primaire, instinctive, qui n'est pas entièrement condamnable. Il suffit simplement de la canaliser. Donc, en principe, grâce à la religion, ou à défaut, grâce aux vertus, ce qui ne manque pas, même chez les sociétés non religieuses, on va en parler. Et bien sûr, nous ne voulons pas mettre de l'eau au moulin des mondialistes qui, on l'a vu, instillent le métissage à des fins hégémoniques. Et donc, il ne s'agit pas tant d'incriminer cet élan patriote et nationaliste français. Il en existe chez d'autres qui ne sont pas aussi zélés et qui sont beaucoup plus pragmatiques, des chrétiens traditionnalistes, monarchistes, à l'image de Philippe Ponsard-Dazac, qui est le fils du célèbre spécialiste de la franc-maçonnerie, et l'un des prétendants au trône de France, dont j'ai oublié le nom, qui ne sont pas aussi zélés à défendre les valeurs françaises. Mais ce qu'on condamne chez nos super-héros, c'est leur propension à ramper devant les puissants, qui profitent bien sûr de leur avidité, notamment la personne de Choprade, qui invoque de façon nostalgique le secours de Saint-Louis. Eh bien, cette nostalgie, elle semble plus symptomatique, pathologique,
que proprement courageuse ou brave, étant donné qu'ils rampent devant les puissants, quitte à faire des concessions énormes et à vendre leurs principes au nom de la cupidité. Et je veux bien qu'ils le fassent par pragmatisme, mais là il s'agit en l'occurrence d'un pragmatisme cupide et d'un pragmatisme intéressé, dont les intéressés en sont les premiers bénéficiaires. Et donc, s'ils étaient aussi zélés et prompts pour établir la souveraineté de la France, eh bien, ils s'attaqueraient aux causes. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas profiter des effets du mondialisme sans en subir les inconvénients. Ça, c'est une première chose. Et la seconde chose, c'est qu'il est possible qu'ils poussent l'humiliation jusqu'à implorer aux dominants de ne pas leur mettre dans les pattes un ennemi qu'ils considèrent, qu'ils méprisent, et que sont les musulmans. Et bien sûr, de leur point de vue, ce n'est pas entièrement condamnable. Donc, notre propos n'est pas là. En leur demandant, en leur suppliant de ne pas mettre à terme leur projet qui consiste à instaurer une classe moyenne musulmane en vue de rivaliser et d'affaiblir la classe moyenne blanche, un rival dangereux. Eh bien, il s'agit actuellement pour l'extrême droite, pour ces pleutres de l'extrême droite, non pas d'assumer ou de faire des sacrifices pour retrouver la grandeur de leur pays, ce qui est un sentiment, ce qui est une motivation naturelle et éventuellement louable, ne serait-ce que sous certains angles, sur certains points de vue, mais de supplier à l'élite financière, donc qui les abreuve bien sûr en titres et en richesse matérielle ou en privilège matériel, de les supplier, de les épargner, d'être confrontés à un ennemi aussi avilisant que l'ennemi arabo-africain, et que l'on monte au même échelon. Et là, bien sûr, justice immanente, c'est le retour du bâton, notamment puisqu'en 1870, il y a eu cette loi Crémieux qui accordait aux Juifs d'Algérie, donc qui étaient, on va dire, les invités, mais quand bien même ils étaient autochtones, ce qui n'est pas impossible pour une partie d'entre eux, eh bien, qui accordait la nationalité aux Juifs aux dépens des autochtones, des indigènes, et bien sûr, cette humiliation, elle n'avait pas de nom. Et justice immanente, c'est exactement ce qui se produit actuellement, mais de façon inverse. Les acteurs ne sont plus les mêmes, ou en tout cas ne sont plus dans le même ordre. Eh bien, actuellement, cet empire vieillissant français, il se voit mettre dans les pattes des éléments de leurs anciennes colonies qui rivalisent avec eux dans les privilèges, sous l'égide de l'élite mondiale. Et là, il est vrai que cette humiliation, elle est terrible pour cette extrême droite corrompue que l'on appelle aisément national-zionisme. Et pour revenir à Choprade, son revirement ou son virage à 180 degrés a été patent à l'orée de 2015 ou en 2015, notamment après les attentats, ou voire un peu plus, peut-être au début 2016, après les attentats de novembre.